mois de septembre aura été plutôt calme en termes de grosses sorties, mais cela n'empêche pas qu'il y a quelques films à rattraper. Donc arrêtons de tergiverser et plongeons tout de suite la tête la première là-dedans. Il y a des œuvres qui sont entourées par un aura particulier. Ça ne veut pas forcément pour autant dire qu'elles sont réussies, mais ça les rend tout simplement fascinantes. Le documentaire de Paravel et Castin Taylor a ce petit quelque chose, rien que par le biais de son sujet, Issei Sagawa. Je vous laisserai découvrir ce que cet homme a fait pour être si marquant. Mais une chose est sûre, il s'agit ici d'un documentaire extrêmement expérimental et proche de l'excès qui s'offre à nous. Ce n'est pas très réussi, ce n'est pas un grand moment de 7e art, mais cela dispose d'une certaine aura qui rend alors l'œuvre captivante et glaçante, au point que le film s'est vu interdire au moins de 18 ans, et selon moi cela est largement mérité, âme sensible s'abstenir donc face à une œuvre difficile d'accès, mais fort instructive en termes d'humain. Mais faites vraiment attention, c'est pas pour tous les yeux et encore moins pour toutes les oreilles. Il y a des expériences de cinéma qui rien que sur le papier sont intéressantes, parce que l'auteur qui est à la tête de celle-ci a une idée très particulière derrière la tête. Kurosawa avait une idée claire derrière la tête, adapter la même œuvre au théâtre, celle de Maekawa, mais au travers de deux styles bien différents. Et cette deuxième version, après Avant que nous disparaissions, est un peu plus bancale que la première, dont je vous renvoie à la vidéo que j'ai eu l'occasion de réaliser. Il s'agit là d'un film beaucoup plus long, beaucoup trop contemplatif, mais qui dispose de cette même passion pour l'impact de l'image cinématographique propre à l'œuvre de Kurosawa, ce qui donne lieu tout de même, malgré ses énormes défauts, à un moment de cinéma qui reste captivant, voire même littéralement hypnotisant durant quelques instants. Comme quoi, reprendre deux fois le même matériel de base donne lieu à deux expériences de cinéma radicalement opposées. La comédie est un genre très complexe qui demande un respect profond de chacun de ses codes pour que cela soit réussi. Sauf quand on s'appelle Jim Cummings, que l'on est un comique américain bourré de talent, que l'on décide de produire, écrire, réaliser, monter et faire les effets spéciaux d'un premier long métrage tout simplement épatant et jubilatoire, une pure œuvre d'auteur jouissive, drôle, émouvante et déchirante par la même. Comme toute première œuvre, il y a des défauts, il y a des soucis de mise en scène et d'écriture, notamment un aspect un peu trop proche du sketch pour le jeune cinéaste, mais on veut bien mettre cela complètement de côté, tant on sent que Cummings s'éclate et souhaite absolument partager cela avec le spectateur, quitte à peut-être partir un peu trop en live, mais bon, on s'en fout quand même. Parce qu'en plus, lui, il est génial et que c'est clairement mon coup de cœur en termes d'acteur pour l'année 2018. Le cinéma d'action est aujourd'hui bien à la ramasse pour les auteurs qui en étaient un jour les pionniers et qui, du coup, ne comprennent plus rien à celui-ci maintenant. Car que l'on aime ou non, le premier Taken reste un modèle de mise en scène punchy et efficace que Pierre Morel maîtrisait de bout en bout, sans temps mort finalement, mais aujourd'hui, le réalisateur est un peu, voire même beaucoup à la ramasse. Et ce n'est pas son nouveau long métrage qui va nous prouver le contraire malheureusement. Revenge Movie, tout ce qu'il y a de plus classique, le long métrage du cinéaste ne brille que par la performance de Jennifer Garner. Et c'est vraiment tout ce qui sauve le film, car sinon l'ensemble de l'histoire est convenu, et c'est sans évoquer le fait que Morel ne sache plus du tout comment mettre en scène un film d'action, sans abuser de la caméra à épaule. Un joli matériau de base, finalement complètement abusé par un réalisateur qui n'a absolument pas la moindre idée de savoir quoi en faire. La poésie est un magnifique moyen de parler des émotions de l'être humain. Et à de nombreuses reprises, celle-ci s'est parfaitement mêlée au 7e art. À condition que cela ne soit pas trop dur, répétitif et surtout que cela ne manque pas de fond. Or il faut bien avouer que Alexei German Jr. n'a pas forcément réussi à trouver la meilleure forme possible pour parler du grand poète russe, et cela donne lieu à un moment de cinéma assez pénible et pas vraiment entraînant. Oh certes, cela reste assez intéressant dans son aspect le plus didactique possible, mais on reste dans l'œuvre contemplative beaucoup trop longtemps, et en un sens, on ne sait pas vraiment à quel moment on doit s'intéresser à cette galerie de personnages assez pauvres, et pas si intéressante que cela en termes de cinéma, et surtout d'humanité finalement. Alors que pourtant, de base, un poète est un petit peu un humaniste. Et c'est pas ce qui ressort du film en fait. Il y a des hommes qui influencent les consciences populaires aujourd'hui, et cela va bien au-delà de leur aura ou simplement de leur popularité.
François Ier est un pape unique en son genre, et c'est certainement cela qui a donné envie à Wim Wenders de se poser avec lui, de parler de sa vie, mais surtout d'évoquer ce qui fait qu'il est un personnage atypique au sein du Vatican et de la religion catholique, pour un moment de cinéma étonnant mais assez rébarbatif également. L'idée est fascinante, le personnage qui en découle est à la fois émouvant et d'une grande douceur, mais il y a également une certaine forme de bourrage de crâne pas très agréable, ce qui a le don de rendre le message un peu lourd, malgré une douceur propre à cette œuvre qui étonne, et au-delà de cela, qui offre une véritable portée à ce film. Portée que Wenders arrive plutôt bien à maîtriser, mais qu'il n'arrive pas à porter tout au long du film. Mais ça, c'est un autre sujet. Dans la politique, on a tendance à imaginer que c'est rempli de fiction. Tellement tout semble extraordinaire, ou quand c'est pas le cas, tellement ça semble forcé en fait. Ainsi, une campagne politique a ce petit quelque chose d'extraordinaire, qui donne envie de se plonger dedans en tant que spectateur, et c'est certainement cela qui donne lieu à un premier long métrage assez étonnant pour Mathieu Sapin, qui en profite pour livrer un moment de cinéma extrêmement pétillant, mais limité. Son premier souci étant avant tout sa plus grande qualité, le film sait exactement de quoi il parle, et sait exactement comment le mettre en forme, mais derrière, cela est beaucoup trop didactique et manque de finesse en termes de cinéma pur et dur, et donne alors lieu à un moment de cinéma drôle, et assez cynique au final, mais qui manque d'ouverture pour le spectateur. L'idée est là, le fond est plutôt assez juste, mais en fait c'est la forme qui coince et qui n'arrive pas à toucher le spectateur. Un père et son enfant entretiennent un lien particulièrement unique, et la plupart du temps, une œuvre de cinéma, quand elle choisit d'explorer cela, elle choisit de le faire de manière atypique et surtout immersive. Naydra Ayadi nous a donc concocté une œuvre qui brasse de nombreux genres, mais notamment deux en particulier, celui du thriller et celui du drame familial. Pour une œuvre palpitante et intense, un vrai petit bijou de cinéma qui manque un peu de finesse d'esprit et d'un peu plus de subtilité, mais cela tient tout de même largement la route. Ayadi maîtrise avant tout ses personnages, mais n'arrive pas à développer une grande finesse d'esprit en termes de dramaturgie, et c'est ainsi qu'il manque alors une certaine forme d'immersion, là où le reste tient tout de même la route, et que l'aventure a un certain impact sur le spectateur, sans pour autant avoir l'impact que la réalisatrice souhaitait certainement lui donner. Mais il y a tout de même une très bonne base de travail que la jeune réalisatrice arrive à mettre en place de manière totalement maîtrisée. La douceur d'une œuvre de cinéma n'a généralement d'égal que le propos et le message qui est porté en base et en filigrane de cette œuvre. Bettina Oberli a donc souhaité nous raconter une aventure dans l'air du temps, une œuvre de cinéma qui évoque avec douceur et tendresse le récit d'une femme et d'un métier, d'une personne qui a choisi de délaisser tout ce qui faisait d'elle une citadine pour vivre une vie en marge de tout, de la société, mais également d'un certain rapport avec les autres. Cela est très classique, cela est assez convenu par moments, mais cela reste magnifique et efficace par de nombreux instants, et dans ces moments-là, on se dit que le métrage de la cinéaste suisse fonctionne vraiment bien et a le mérite de proposer quelque chose de frais au spectateur, là où d'autres font dans le classique. Au final, il s'agit d'une œuvre touchante, mais très classique, d'un film particulièrement envoûtant, mais qui n'arrive pas à dépasser sa base. Est-ce que c'est un défaut ou une qualité? C'est à voir. Bon, on a réussi à rattraper ce qu'on avait en retard. Je me demande vraiment ce que ça va donner lorsqu'on va arriver à la fin de l'année et je vais tout compter. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais surtout, n'oubliez pas d'ici là, ce n'est pas parce qu'on n'a pas choisi de parler de ces films qu'ils sont forcément mauvais.